Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans la dernière partie de l'épopée Cinémax. C'est maintenant, dans cette émission spéciale Star Wars, que vous assisterez au dénouement d'une superbe saga débutée il y a un mois. Et pour ceux qui prennent l'émission en cours, voici un petit récapitulatif des épisodes précédents. Tout débuta lorsque Cinémax débarqua sur une petite planète nommée Nebulia. Engagé par Disney pour récupérer le script de Star Wars épisode 8, volé par le général Korg à la demande de la grande prêtresse Saphira, qui ne pouvait pas attendre la sortie du film comme tout le monde. Le capitaine Cinémax ne perdit pas une si belle occasion. Car vous vous doutez bien que si Disney peut conclure un deal de 60 milliards avec la Fox, la maison de Mickey aurait bien les moyens de rendre riche notre jeune héros. Car l'amour du cinéma, c'est bien joli, mais si on peut profiter d'une occasion pareille pour s'enrichir, et c'est donc après moult rebondissements et l'apparition d'un Dark Vador très en colère que Cinémax put repartir sur les routes, mais sans un sou, la queue entre les jambes comme dirait l'autre. Quelques jours plus tard, c'est à Alexandria que le capitaine Cinémax atterrit. Un de ses indiques lui avait confié, non son contrepartie, qu'un certain noble répondant au doux nom de Lucius Wellington avait des informations top secrètes sur la saga Alien. Mais tout ne se déroula pas comme prévu bien sûr, car avec Cinémax, c'est toujours compliqué. Je vous passe les détails, mais pour faire court, Lucius fut obligé d'être rapatrié sur le vaisseau de notre héros pour décuver, et c'était en attendant de pouvoir récolter les informations dont il avait besoin que sortit de nulle part le général Korg. Boum boum, explosion, drapeau blanc. Korg triomphant fit prisonnier Cinémax sur la planète Nebulia. Nous le retrouvons aujourd'hui, en mauvaise posture, attaché sur une chaise en métal dans une salle de torture, la préférée du général Korg. Une salle que je qualifierais en tant que conteur d'angoissante. En même temps, peut-on qualifier une salle de torture autrement qu'angoissante? Je vous le demande. C'est tout ce que t'as? Ils frappent tous comme des mauviettes dans la garde impériale de Nebulia? Non, je pose la question parce que franchement, autant Korg on n'a pas tellement envie qu'ils nous en mettent une, autant toi... Ah, c'est déjà mieux. Faut travailler l'aspect terrifiant maintenant. Le regard, c'est hyper important. Vous avez déjà l'ambiance musicale, alors par pitié, faites un effort. Ferme-la ou je te coupe la langue. Ah bah non! Comment je vais faire pour continuer mes émissions, moi, après? Ok, je me tais, ça va. Au fait, tu savais que la saga Star Wars regorgeait de petites anecdotes marrantes? Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers. Mais bon Dieu, t'es qui, toi? Traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Les anecdotes autour de la saga. C'est parti pour une petite compile de 10 anecdotes autour de la saga Star Wars. Numéro 1. La création du Faucon Millennium. Le Faucon Millennium est peut-être l'engin spatial le plus connu de toute la galaxie, mais savez-vous comment George Lucas a eu l'idée de son design? Eh bien, tout bêtement en juxtaposant un hamburger et une olive. Si, je vous jure. Le Faucon Millennium a ensuite été construit grandeur nature par les ingénieurs maritimes de Pembroke Docks au Pays de Galles. Il leur aura fallu 3 mois. Le vaisseau mesurait 20 mètres de diamètre et près de 5 mètres de haut pour 23 tonnes. Numéro 2. Han Solo, humain malgré tout. Que serait le Faucon Millennium sans son pilote? Mais savez-vous qu'au départ, Han Solo ne devait pas être humain? Dans une version du scénario de l'épisode 4 datant de mai 1974, Han Solo était en effet un alien uréalien, soit un immense monstre à la peau verte, sans nez mais avec de larges branchies. Bien loin de la belle gueule d'Harrison Ford donc. Numéro 3. Le tournage de l'épisode 4 a failli déclencher une guerre tunisio-libyenne.
Quand la fiction a failli rattraper la réalité. Vous savez peut-être qu'une grande partie du tournage de l'épisode 4 s'était déroulé en Tunisie, à quelques mètres seulement de la frontière avec la Libye. Et alors que la production utilisait des camions militaires tunisiens pour le transport de matériel, l'armée libyenne, inquiétée par cette soudaine mobilisation militaire, avait tenu à inspecter le Sandcrawler, le char des sables des Jawas, afin de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une arme militaire top secrète. On l'a échappé belle. Numéro 4. L'épisode 5 aurait pu ne jamais sortir au cinéma. Mais comment ce drame aurait-il pu se produire? Explication. La Guilde des réalisateurs d'Amérique, la DGA, a accepté que le nom du réalisateur soit placé en fin de l'épisode 4 et non au début, ce qui est contraire à leur règlement. Elle devait penser que le film n'aurait pas de succès et que ça n'aurait aucune incidence. Pour l'épisode 5, la DGA a exigé de voir le nom du réalisateur au début du film, ce qu'a refusé George Lucas, qui voulait que tous les films de sa saga commencent de la même façon, soit avec le générique. La DGA a alors essayé d'interdire la sortie du film avant d'infliger de lourdes amendes à George Lucas et Irving Kershner, réalisateurs de l'épisode 5. George Lucas a tout payé, près de 275 000 $, puis s'est retiré de la DGA. Il a ensuite dû renoncer à engager Steven Spielberg, membre de la DGA, pour réaliser l'épisode 6. Numéro 5. Plusieurs fins possibles pour l'épisode 6. Lors d'une réunion sur le scénario de Star Wars Le Retour du Jedi, George Lucas a émis l'idée qu'après que Luke ait enlevé le casque de Dark Vador, celui-ci le mette en déclarant « Maintenant je suis Vador » et sombre du côté obscur. Dans une autre version du scénario, on apprend qu'Han Solo aurait dû mourir à la fin de l'épisode 6. Gary Kurtz, le producteur original du Retour du Jedi, a révélé que Han Solo devait mourir tandis que les forces rebelles étaient réduites en pièces alors que Luke disparaissait dans la nature. Mais George Lucas s'est dit que faire mourir les personnages principaux allait faire chuter les ventes de jouets. Il changea alors la fin pour une grosse fiesta chez les Ewoks. Numéro 6. La voix de Chewbacca. Ah, le fameux cri de Chewbacca. Eh bien, figurez-vous que celle-ci est composée de plusieurs cris d'animaux, dont ceux de l'ours, du morse, du lion, du blaireau et d'autres animaux en voie de disparition. Un mix assez étonnant, non? Numéro 7. Le bruit des sabres laser. C'est certainement l'un des bruitages les plus cultes du cinéma, celui des sabres laser. Et la façon dont le bruitage a été composé est assez astucieux. Il s'agit en fait d'un mix entre le bourdonnement d'un cube cathodique des anciennes TV et celui d'un moteur de projecteur de film. Sympa, non? Numéro 8. Un gag récurrent. I've got a bad feeling about this. Soit littéralement en français j'ai un très mauvais pressentiment, est prononcé dans l'ensemble des films de la franchise Star Wars, une réplique devenue un gag récurrent. En version française, les traducteurs n'ont pas très bien respecté cette tradition et on entend ainsi dans les films « J'ai une mauvaise impression. Ça va très mal finir à mon avis. Cette histoire va mal finir, je peux le sentir. Il me vient un pressentiment bien étrange. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Je me sens pas très rassurée. Tout ça ne me dit rien qui vaille. J'ai comme l'impression qu'on est mal embarqué. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. J'ai un mauvais pressentiment quant à nous. Numéro 9. Yoda, ce petit singe. D'après le livre The Making of Star Wars de J.W. Rinsler, Yoda devait en effet être à l'origine joué par un singe portant un casque et une canne. Vous aimez Yoda? Voici deux autres anecdotes le concernant. Dans La Menace Fantôme, Yoda a 3 orteils, mais dans l'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi et La Revanche des Sith, il en possède 4. Enfin, l'espèce d'origine de Yoda n'a jamais été nommée. Numéro 10. Le rasoir pour femmes. On conclut cette première partie avec une anecdote assez marrante. Dans l'épisode 1, le communicateur qu'utilise Qui-Gon Jinn est en fait un rasoir Gillette Sensor pour femmes qui a été bricolé. Ça, c'est du système D. Que de belles anecdotes, mais l'heure de vérité approche pour Cinemax, qui va devoir faire face à son destin. Il va parler. Non, général, il raconte bien quelques trucs, mais rien de vraiment intéressant pour nous. C'est faux! Demandez à mes auditeurs, je suis sûr qu'ils ont adoré mes anecdotes. Silence. Ah, vous voyez?
Là, c'est menaçant. Prenez-en de la graine, monsieur le tortionnaire. Au fait, vous savez comment a été composée la musique de Star Wars ? La musique de John Williams. Que serait la saga Star Wars sans sa musique? Et que serait cette émission spéciale si on ne parlait pas de la genèse musicale de la plus grande saga de science-fiction au monde? Pour commencer, il faut savoir que John Williams, le compositeur, n'a jamais lu le script de Star Wars pour ne pas être déçu. Pour Star Wars Un Nouvel Espoir donc, John Williams n'a regardé uniquement et seulement dans un second temps un montage du 4e opus non terminé. Il manquait encore quelques effets spéciaux, mais George Lucas lui précisait absolument tout. Chaque scène a donc été chronométrée pour que ce dernier puisse ensuite composer la musique à la seconde près. Pour la musique, John Williams s'est inspiré de Richard Wagner et le principe du leitmotiv. Un leitmotiv est une phrase mélodique ou une cellule qui représente un caractère, un lieu, un élément de l'intrigue, une humeur, une idée ou encore une relation entre personnages. Le leitmotiv serait donc synonyme de chanson-thème. Ainsi, pour le générique, on retrouve toujours ce thème-là. Pour les scènes avec Dark Vador, celui-ci. Ou encore pour Skywalker, celui-là. C'était pas inintéressant. T'as d'autres trucs en stock avant que je ne passe aux choses sérieuses avec toi. J'ai bien 2-3 trucs, ouais. Star Wars et le box-office. Star Wars, c'est 7 longs métrages principaux, un spin-off, Rogue One et un total de 7,4 milliards de dollars de recettes à travers le monde, ce qui en fait une des sagas cinématographiques les plus rentables du 7e art. Sur le sol américain, Star Wars se classe deuxième avec 3,1 milliards de recettes, derrière Marvel Studios qui culmine à plus de 5 milliards de dollars, mais devant Harry Potter et ses 2,6 milliards et la franchise Batman, tous films confondus, et ses 2,4 milliards de dollars. En France, Star Wars, c'est 46 millions de tickets vendus depuis 1977. Le dernier opus, Le Réveil de la Force, est celui qui a le mieux marché au box-office français avec 10 millions d'entrées, derrière La Menace Fantôme, 7,9 millions d'entrées, et La Revanche des Sith, 7,2 millions d'entrées. Vous vous en doutez, on ne construit pas une saga aussi ambitieuse avec des allumettes et du papier mâché. Depuis 1977, Star Wars, c'est 800 millions de dollars de budget. Le Réveil de la Force et le spin-off Rogue One ont coûté à eux seuls 400 millions de dollars de budget, soit 200 millions chacun. En comparaison, la prélogie, soit les épisodes 4, 5 et 6, c'est seulement 61,5 millions de dollars de budget. Une différence de moyens énorme qui n'a pas empêché à la trilogie originale d'avoir des qualités visuelles indéniables. Et d'ailleurs quoi? Vous voulez la suite? Évidemment. À quelques kilomètres de là, le vaisseau de Cinemax est en grand danger. Alors que des ouvriers s'apprêtent à le désosser, Vic, l'intelligence artificielle du vaisseau, s'active pour s'extirper de cette mauvaise passe et sauver la peau de Lucius Wellington renfermé dans une des chambres. Et il ne doit pas oublier Cinemax, dont la condamnation à mort est une probabilité à ne pas négliger. Je pense avoir terminé de réparer le système d'armement. On va essayer. Oups, désolé. Pardon. J'espère que je n'ai pas fait de blesser ni tuer personne. Les pauvres ne font qu'obéir aux ordres. Je rêve, ils me tirent dessus. Mon Dieu, les sauvages. Moi qui m'inquiétais pour eux. Bouclier activé et feu! Alors, on est calmé? On n'énerve pas le vaisseau de Cinemax. Que c'était plaisant. Une trilogie originale, oscarisée. Des qualités visuelles, je le disais précédemment, pour lesquelles Star Wars Un Nouvel Espoir, le premier volet donc, a reçu un Oscar dans la catégorie meilleur effet visuel, mais aussi un Oscar pour une contribution spéciale. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un Oscar pour une contribution spéciale? C'est quoi un Oscar pour une contribution spéciale? C'est quoi un Oscar pour une contribution spéciale?
Ouais, c'est quoi un Oscar pour une contribution spéciale, Capitaine Cinemax? Si vous vous taisiez, je pourrais peut-être tenter de vous expliquer. Un Oscar pour une contribution spéciale, c'est un Oscar d'honneur décerné depuis 1973 par l'Academy of Motion Picture Arts and Science, principalement dans le domaine des effets visuels et sonores. Comme tous les Oscars d'honneur, il est attribué de façon irrégulière par un comité spécial. Bien qu'aucun Oscar n'ait été décerné depuis 1996, la catégorie est toujours active. Rencontre du troisième type, Superman, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Robocop, Total Recall ont reçu cet Oscar d'honneur, tout comme Toy Story 1, qui est donc le dernier film à avoir reçu cette distinction en 1996. Star Wars Un Nouvel Espoir, c'est aussi un Oscar dans les catégories meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur montage, meilleur son et meilleure musique originale. Les autres films de la trilogie originale seront également récompensés. L'Empire contre-attaque recevra 2 prix, celui de meilleur son et meilleur effet visuel, tandis que le Retour du Jedi n'obtiendra qu'un Oscar, celui des meilleurs effets visuels. A noter que l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi ont aussi obtenu l'Oscar pour contribution spéciale. Échappé, Vic fonce désormais secourir le capitaine Cinemax. À toute allure, alors qu'il est poursuivi par de nombreux vaisseaux, Vic virevolte, slalom, tire, pique à droite, puis à gauche, neutralisant chacun de ses adversaires, tel un faucon Millennium indompté. Oh, ça bouge! Qu'est-ce qui se passe ici? Restez dans votre chambre, sœur, et cachez-vous sous les draps. Nous sommes attaqués. Chouette! J'adore la bagarre. À qui doit-on mettre une mandale? À personne, pour l'instant. Accrochez-vous, looping! Oh, mortel! Monsieur, si vous m'entendez, on arrive! L'interview fan. Je suis avec Thibaut, fan de Star Wars, que nous accueillons avec un immense plaisir sur notre antenne pour parler de la saga à l'occasion de la sortie au cinéma des derniers Jedi. Bonjour Thibaut. Salut Loïc, merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors ma première question sera toute simple, raconte-nous un peu ton premier contact avec Star Wars. Je suis un enfant des années 90, donc on pourrait croire que mon premier contact avec Star Wars, ça aurait pu être la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, et au final j'ai eu la chance, via une VHS de l'Empire contre-attaque, de découvrir la trilogie originale avant que la prélogie ne sorte. Je crois que c'est grâce à mon papa qui avait dû l'enregistrer sur une chaîne quelconque ou récupérer la cassette en pensant que c'était le premier de la trilogie, et qui m'a mis devant quand j'étais plutôt petit, et derrière ça m'a un petit peu fasciné, et forcément donc enfant des années 90, donc en 97 ou 18, je sais plus exactement, il y a l'édition, ce qu'on appelle l'édition spéciale de la trilogie originale qui est ressortie dans les salles de cinéma françaises notamment, et donc j'ai pu revoir la trilogie originale au cinéma, enfin en tout cas la voir au cinéma comme si elle sortait, pour moi à l'époque c'était comme si elle sortait comme ça en direct, alors qu'elle était sortie il y a 20 ans déjà. Puis en 99, forcément, comme tout le monde, j'ai repris Star Wars en cours de route avec la sortie de La Menace Fantôme, et ça a été mon premier contact avec Star Wars, voilà, une VHS, et puis en 2 temps, puis ensuite le cinéma. Et c'était où? C'était du coup dans mon salon, puis au milieu des Vosges, où j'allais au cinéma avec mon papa, et puis par la suite partout dans le monde, voilà. Je sais que j'ai été complètement fasciné par ce que j'ai vu, j'arrivais pas vraiment à interpréter la chose. Je pense que je comprenais pas tout à fait ce qui se passait, notamment parce que j'ai commencé par l'Empire contre-attaque, et je crois que mon premier souvenir c'est Luke qui lève le X-Wing enfoui dans les marais de Dagobah face à Yoda, donc un personnage qui est lui aussi bien flippant quand t'es un petit peu jeune. Cette marionnette a un petit peu hanté mes cauchemars, puis au final j'ai un petit peu appris à dompter ma peur, et puis j'ai commencé à vouloir collectionner les trucs Star Wars. À l'époque, moi j'étais un fan de Lego comme tout gosse, et il n'y avait pas encore de Lego Star Wars, donc j'ai essayé de monter mon propre X-Wing, mon propre tel ou tel vaisseau. Et du coup, effectivement, ça a complètement, je pense que ça a complètement cristallisé mon imaginaire, et le fait que ensuite je me suis mis à aimer la SF, à découvrir d'autres choses en vieillissant, et encore aujourd'hui, à chaque fois que je repense à des souvenirs comme ça me rend extrêmement nostalgique forcément, quoi. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que Star Wars est aujourd'hui une franchise culte, et comment expliques-tu qu'elle ait une communauté de fans aussi grande?
C'est une super question, hyper difficile aussi. Je sais pas si en fait il y a vraiment une réponse possible, et s'il y a des gens qui pensent qu'il y a une réponse possible, je pense que ils ont tort, parce qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Star Wars à la base c'est une anomalie, je crois que c'est sorti dans une 30aine de salles maximum aux États-Unis en 77. Donc c'est un film auquel croyait pas du tout le studio qu'avait trouvé George Lucas, donc la Fox. Il a sacrifié de la sueur, des larmes et de l'argent sur ce projet pour le sortir. Ces acteurs eux-mêmes ne croyaient pas trop à ce qu'ils essayaient de raconter. Et finalement, c'est devenu un méga phénomène qu'on connaît. C'est passé d'une 30aine de salles à une espèce d'explosion comme ça mondiale. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Et donc du coup, comment elle est devenue culte, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. C'est un petit peu difficile de dire c'est grâce à ça ou grâce à telle autre chose. Il y a déjà le fait que ça soit la première franchise globale, quoi. Elle n'a pas été pensée comme ça, encore une fois, parce que c'était une anomalie, mais très vite, le succès était tel que ça s'est développé sur plein de supports, plein de médias différents, et je pense que du coup, ça a aidé beaucoup la franchise à devenir aussi culte, à toucher autant de gens, et à générer autant de fans. Et il y a l'aspect aussi universel, je pense, de la saga, sur le côté, si on y pense, l'histoire reste centrée sur une famille, on parle de politique, on parle de religion, on emprunte plein de choses à différentes cultures, parce que Lucas était aussi inspiré par la Seconde Guerre mondiale que les films de sabre japonais, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut parler comme ça au-delà des pays, au-delà des genres et puis des âges, parce que je pense que toi comme moi on a découvert Star Wars jeune, il y a des gens qui le découvrent moins jeunes, et il y a des gens qui le découvrent plus jeunes que nous aujourd'hui. Donc je pense que voilà, ça peut transcender un petit peu les barrières, ce qui fait qu'à mon avis ça aide pas mal à devenir culte et à résister à l'usure du temps. Aujourd'hui la culture dominante à Hollywood c'est les super-héros, on voit encore beaucoup de gens qui disent que ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent de Star Wars que ça ne les intéresse pas, ou de la science-fiction en général que ça ne les intéresse pas. Alors après, est-ce que Star Wars c'est exactement la science-fiction, c'est un autre débat, mais je pense que effectivement il y a ce côté universel qui a vraiment fait que la franchise a pu exploser. Et puis pourquoi il y a autant de fans, je pense que c'est aussi parce que les fans génèrent des fans, et que très tôt la saga elle a été gérée par ses passionnés, quoi. George Lucas était assez tourné vers les gens qui l'ont soutenu très rapidement, et puis il y a eu des associations qui se sont fondées, la 1e Légion qui s'occupe des costumes et qui va faire des événements caritatifs partout dans le monde. Il y a eu énormément de rassemblements, maintenant il y a Star Wars Célébration qui est un peu le rassemblement officiel, mais il y en a partout dans le monde ailleurs, et y compris il y en avait en France bien avant que la Star Wars Célébration existe, ou en tout cas en parallèle. Et je pense que tous ces événements-là fait que même quand Star Wars ne vivait pas, par exemple entre 2005 et 2015, il y avait tellement de fans qui étaient présents et qui voulaient faire partager leur passion que en fait ça génère d'autres fans, quoi. Donc je pense que c'est une espèce de mouvement perpétuel, où ajoute à cela le fait que les premiers fans ont eu des enfants et leurs enfants commencent à avoir des enfants, et forcément ça crée au moins 3 si ce n'est plus génération de fans, quoi. Est sorti au cinéma depuis hier Les Derniers Jedi, 8e opus de la saga. Toi, personnellement, qu'attends-tu de l'épisode 8 et plus largement de la suite de la saga ? En tant que fan, j'attends pas mal qu'il balaye un soupçon qu'on a, un doute qu'on a depuis le réveil de la Force, l'épisode 7, où beaucoup de gens l'ont considéré comme un remake, et effectivement il y a des éléments qui rappellent le premier film Star Wars sorti en 77. Je pense que c'était nécessaire pour réinstaurer l'esprit Star Wars dans la tête des gens, de faire oublier la prélogie, les épisodes 1, 2, 3 qui avaient été très mal reçus, ou en tout cas pas forcément mal reçus sur le moment, mais qui derrière ont eu beaucoup de mal à séduire, et puis qui sont aujourd'hui entourés de toute cette critique permanente. Donc Disney avait besoin de rassurer le public et s'imposer avec des bases un petit peu communes, trop communes à mon sens sur certains aspects, même si j'aime beaucoup le film. Donc j'ai hâte, j'attends vraiment de ce film Star Wars 8, Les Derniers Jedi, qu'on aille vers de nouvelles directions, et qu'on me dise si on a capitalisé sur telle ou telle chose, c'est pour aller vers des choses totalement nouvelles, totalement inédites. Donc j'attends un meilleur équilibre entre le nouveau et la nostalgie, qui est une recette un petit peu bankable aujourd'hui à Hollywood, mais je pense qu'il faut un petit peu la dépasser. Puis en tant que fan de Rian Johnson, le réalisateur et scénariste de ce film, j'espère que ça sera aussi un bon film de Rian Johnson, parce que j'adore sa filmographie, et c'est un mec qui écrit lui-même ses films, ce qui est assez rare de nos jours. Donc j'espère, vu qu'il vient avec sa propre équipe, son producteur, son directeur de la photo, etc., qu'il saura nous réaliser un bon film de Rian Johnson, mais avant même peut-être d'être un bon film Star Wars.
Donc t'es plutôt confiant? Je suis plutôt confiant. Après, je t'avouerai que le doute s'est accéléré au fur et à mesure des mois, où avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit, on a toujours un petit peu de soupçons qui subsistent, où on se dit est-ce qu'on rêve vraiment de cette formule-là, ou est-ce que Disney et Lucasfilm l'ont vraiment compris et c'est ça qu'ils vont nous donner? Effectivement, moi je rêve qu'on passe à la vitesse supérieure et qu'on montre de nouvelles choses. C'est possible aussi qu'on capitalise totalement sur les anciennes, encore une fois. Et là, ça risque d'être assez dommageable quand on voit que Star Wars 7, le bruit de couloir qui traîne autour de ce film, c'est vraiment que c'est un remake de l'original. Je pense que faudrait pas que les derniers Jedi aient la réputation d'être un remake, un simple remake de l'Empire contre-attaque. Mais je suis confiant parce que j'aime beaucoup l'équipe créative derrière le film et je pense vraiment que Lucasfilm a compris ce qu'il devait faire sur ce deuxième opus, donc j'ai hâte. Du coup, le rachat de Lucasfilm par Disney a été une bonne chose selon toi? Je pense que ça peut carrément apporter quelque chose à la franchise. On le voit bien avec l'exemple, par exemple, le spin-off qui est Rogue One, qui a essayé d'être un peu plus tourné vers le transmédia, qui était très connecté à la série Rebels, à certains comics, bien sûr à l'original lui aussi. Donc je pense que Lucasfilm va essayer d'expérimenter au fur et à mesure des années. Après, comme tu le rappelais, il est un petit peu trop tôt pour tirer comme ça une conclusion, parce que on n'a même pas la fin de la trilogie, on l'aura que fin 2019, on n'a vu qu'un seul spin-off. Donc je pense qu'effectivement le rachat de Lucasfilm de toute façon ne pouvait que apporter des trucs à la franchise, puisque la franchise était au point mort après la sortie de la Revanche des Sith. On a eu la deuxième série Clone Wars, on devait avoir une série en live action, ça ne s'est pas fait. Donc on était parti pour lentement laisser mourir Star Wars, ou en tout cas la faire survivre d'une manière un petit peu moins spectaculaire. Là on revient avec un film par an, donc forcément ça fait beaucoup de contenu. Ça fait beaucoup de contenu qui sur la durée risque de se ressembler si Disney et si le nouveau Lucasfilm prend pas des risques. J'espère vraiment qu'ils prendront des risques pour apporter de nouvelles choses à la franchise, parce que pour résumer un petit peu l'état d'esprit que j'ai moi par rapport à Lucasfilm, voilà, donc le rachat c'était en 2012 et le premier film c'était donc il y a 2 ans seulement. Je pense que l'état d'esprit c'est que Star Wars ça peut être un univers d'auteur où chaque réalisateur, chaque showrunner, puisqu'on aura bientôt une série en live action aussi, apporte sa patte à Star Wars, comme ça peut être une franchise d'univers, un petit peu comme Marvel, où effectivement il y a des variations d'un film à l'autre, mais l'idée centrale c'est quand même de faire vivre un univers vers un objectif précis, et du coup ça laisse un petit peu moins de marge aux créateurs. Et je pense que le studio et Disney va devoir prendre la décision, est-ce que notre franchise elle est faite pour les créateurs ou est-ce qu'elle est faite pour l'univers en lui-même. Et je pense que déjà ils montrent quelques indices quant à la réponse, notamment sur le spin-off Han Solo, où on sait qu'ils veulent vraiment rester proches de ce qu'on connaît du personnage. Donc j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Ils ont annoncé récemment une nouvelle trilogie par Rian Johnson qui sera pas du tout connectée avec les 7 premiers films. Donc j'ose espérer, enfin 8 maintenant, et bientôt 9. Donc j'ose espérer qu'ils vont aller dans de nouvelles directions et laisser des auteurs parler et transformer un petit peu Star Wars pour que la franchise puisse vivre 40 années de plus. Encore merci à Thibaut d'avoir pris sur son temps libre pour répondre à ces quelques questions. Nous essaierons de vous mettre la totalité de l'interview très prochainement sur notre compte YouTube. Sachez que Thibaut est rédacteur sur le site comicsblog.fr où il écrit sous le pseudonyme de République 33, alors n'hésitez pas à lui faire un petit coucou à lui et toute son équipe qui fournissent tous un excellent travail. Et non, ce n'est pas du léchage de bottes. Très belle interview, mais où en sommes-nous du côté de chez Cinemax? Le vaisseau piloté par l'intelligence artificielle Vic a localisé la position de son capitaine. Et après de superbes manœuvres et plusieurs murs défoncés à coups de missiles surpuissants, le vaisseau atterrit, triomphant, face au général Korg, bien décidé à en découdre. Vic! Oh, je suis sauvé! Général, je pointe sur vous une tourelle de défense. Elle déchiqueterait avec une seule balle un T-Rex de Treston. Alors fais pas le malin. Papa. Corgi? Vous connaissez? Qu'est-ce que tu fais sur ce misérable vaisseau terrien, papa? Ils m'ont sauvé la vie, de manière un peu brutale, certes, mais je leur dois la vie. Et croyez-moi, ça a pas été facile. Qu'es-tu devenu, fils? Regarde-toi, ta mère aurait honte si elle te voyait ainsi, à faire du mal à ces pauvres gens. Il a raison, hein. La ferme. Papa, où étais-tu? Je te croyais mort. Tu m'as tellement manqué. Oh, toi aussi, fiston. Je pense que vous pouvez me détacher, là. C'est nul. J'avais vraiment envie de vous faire du mal. Je sais, et croyez bien que j'en suis désolé.
Du coup, je flingue quelqu'un? Et c'est sur cette note d'émotion que l'épopée Cinémax se termine, ainsi que cette émission spéciale Star Wars. Mais ce n'est pas la fin des aventures de Cinémax, chers auditeurs et auditrices. Oh non, loin de là. Le voyage ne fait que commencer. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous retrouverez Cinémax dans une émission spéciale Noël. Et croyez-moi, ça va envoyer du pâté ou du steak, ou l'aliment que vous voulez, après tout on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça va être assez énorme. Alors à très vite sur notre antenne. Cette séquence émotion était nulle. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Eh bien, quelle aventure! C'était incroyable, monsieur. Vivement les prochaines. À ce propos, vous avez une destination? J'ai besoin d'un peu de repos. Et je connais la planète idéale pour se ressourcer. Vic, direction Orgasmix, avec 2 X.